Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Christophe Foriot. Bonjour. Tu es donc directeur marketing et commercial à Ascendia France pour La Poste. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier qui est l'international pour les e-commerçants à travers également une offre que vous commercialisez qui est Delivango. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots sur les différentes fonctions que tu as eues et puis aussi un petit peu ton parcours pour donner un petit peu de contexte à notre entretien? D'accord. Moi j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans le domaine commercial et marketing. J'ai intégré le groupe La Poste il y a un peu plus d'une quinzaine d'années et là en fait depuis 2012 j'ai en charge le développement à la fois marketing et commercial des activités d'Ascendia France. Ascendia France étant l'opérateur des envois légers du groupe La Poste, que ce soit des envois de courrier, mais surtout et de plus en plus maintenant des envois de petites marchandises. Voilà. Aujourd'hui, tu accompagnes de nombreux e-commerçants qui cherchent à aller à l'international. Donc, on va prendre le temps aujourd'hui de parcourir plusieurs sujets de cet aspect international, de faire un point dans un premier temps sur le marché, sur les tendances. Après de discuter des attentes des destinataires, des clients en termes de durée, en termes de retour, quelles sont un peu ces exigences. Après parler quelles sont les clés de réussite pour les e-commerçants quand on se tourne à l'international. Et puis après de voir un petit peu sur l'offre que tu proposes, comment tu accompagnes tes clients. Donc je te propose qu'on attaque directement avec le marché. Aujourd'hui, quelles sont selon toi les évolutions qu'on a vues sur cet aspect international, sur les e-commerçants français? Est-ce qu'il y a une évolution en termes de maturité, une plus grande ouverture sur les marchés internationaux? Ouais. Alors c'est sûr que, dire qu'aujourd'hui le e-commerce il est en progression, il explose, c'est ça tout le monde le sait. En tout cas au niveau international, il y a vraiment une accélération sur ces dernières années. Là le marché il va doubler en fait entre 2016 et 2020 pour atteindre l'année prochaine 4000 milliards de dollars qui seront faits sur le web. Donc c'est un marché qui est énorme et surtout ce qui est important pour nous c'est que un quart de ce marché en fait il sera fait sur de l'international, c'est-à-dire des commandes qui seront passées depuis un pays A et qui viendront d'un pays B, d'un pays étranger pour être livrées au consommateur qui est dans ce pays A. Donc ça sera un quart du marché, c'est le segment le plus dynamique. Voilà. Donc ça c'est vraiment la tendance de fond. Ce que l'on voit aussi c'est que plus le temps passe, plus le panier moyen baisse. Donc ça, on le constate en France. Tous les ans, on perd entre 3 et 4 euros sur le panier moyen en France. C'est la même tendance à l'international. Et aujourd'hui, on va vers des envois qui sont de plus en plus légers et de plus en plus avec un panier moyen de plus en plus faible. On a aujourd'hui un envoi sur deux quasiment qui fait moins de 500 grammes, donc c'est des envois qui sont légers, voire extrêmement légers, et il y a 40% des commandes passées à l'international qui font moins de 25 euros. Donc c'est vraiment des petits achats, qui peuvent être aussi beaucoup d'achats d'impulsion. Donc ça génère un volume de colis, de marchandises qui est extrêmement important sur une nouvelle typologie qui sont des envois de faible poids et de faible valeur. Et ça, c'est dans le e-commerce international, c'est le segment en tout cas le plus dynamique en termes de croissance. Voilà. Alors comment tu l'expliques cette baisse du panier d'achat avec cette hausse des ventes? C'est parce que les gens ils sont plus habitués à commander, c'est beaucoup plus intuitif, on va dire. Voilà.
Alors en fait, bien évidemment, le e-commerce se démocratise. Il y a de plus en plus d'internautes, il y a de plus en plus de e-acheteurs. On le voit en France, hein, cette année, on va faire 100 milliards d'euros d'achats sur le web en 2019. Alors c'est en forte croissance, hein, puisqu'on a multiplié par 10 le chiffre sur les 15 dernières années, donc c'est une croissance qui est importante. Et en même temps, ça reste que 8% de tout le retail français. Donc ça nous laisse encore une marge de progression qui est immense. Et quand on se compare par exemple à nos voisins, et je prends notamment les Anglais, aujourd'hui le e-commerce en Grande-Bretagne représente 16 à 17% du retail total. Donc on voit qu'on a encore une marge de progression qui est très importante. Et donc c'est de plus en plus de commandes, et des commandes, c'est vrai qu'au départ du e-commerce, il y avait des frais d'envoi qui étaient significatifs. Donc voilà, pour que ça vaille la peine, il fallait commander un montant significatif. Ça, c'est des choses qui ont évolué avec le temps. De plus en plus, les frais de livraison sont inclus dans le prix. Donc il n'y a plus cette barrière, et du coup, on voit de nouveaux comportements se développer, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose de très simple, même de faible valeur, eh bien on va le commander, on va même peut-être le faire venir de l'autre bout du monde, puisqu'on va commander sur des sites, notamment des sites chinois, et ça va arriver, et on va faire des commandes, des gadgets, des coques de téléphone, des écouteurs, qui vont coûter quelques euros, et que l'on va faire venir comme ça, très simplement grâce au e-commerce. Donc c'est ce fait-là en fait, hein, qui influe beaucoup sur la baisse du panier moyen dans le e-commerce, et notamment à l'international. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec autant de commandes aujourd'hui pour des montants très, très faibles, puisque 25 euros, effectivement, c'est un panier moyen qui est très faible. Ce qui pose de vrais problèmes d'ailleurs aux e-commerçants, parce que comment on maintient un business rentable quand on a un panier moyen qui est aussi bas? Comment on réussit à avoir une livraison et une commande qui est rentable avec aussi peu de chiffre d'affaires? Ça, tu vas nous le dire en fin de J'en parlerai un petit peu plus tard. Ouais. Tu as parlé de plusieurs pays, notamment l'Angleterre, la Chine. Aujourd'hui, c'est quoi la tendance? Est-ce que tu remarques certains pays qui se distinguent pour cet aspect international des commerçants en France? Quels sont les pays qui sont... Alors, quand on regarde un petit peu comment se distribue dans le monde le e-commerce international, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la première destination, là où vont le plus de commandes aujourd'hui, c'est la Chine. Il y a plus de 30% des commandes de e-commerce à l'international qui vont vers cette destination. Donc c'est vraiment la destination majeure. En Europe, on a quelques grosses destinations qui attirent des commandes. Il y a l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Chacune représente à peu près 11-12% des commandes qui vont vers ces deux pays. Et puis la France arrive un petit peu plus bas dans le classement, et on est destinataire de 3 à 4% des commandes mondiales, des commandes internationales. Voilà. Donc c'est un début, c'est, je pense, pas satisfaisant. On peut faire mieux, et ce qu'il faut pouvoir faire justement, c'est de donner des solutions aux e-commerçants français pour qu'ils puissent adresser les marchés étrangers facilement et pouvoir livrer à l'international le plus facilement possible, y compris pour des commandes de faible poids et de faible valeur. Aujourd'hui, vis-à-vis des réseaux qui sont en place et puis de la facilité, on va dire, transfrontalière, peut-être c'est des pays francophones qui sont visés dans un premier temps, type Belgique, oui, c'est clair que le gros des commandes à destination de la France viennent des pays frontaliers. Ce qu'il faut, en fait, il y a deux motivations principales pourquoi les consommateurs achètent à l'étranger. Il y a deux motivations principales. La première motivation, c'est le chasseur de primes, c'est la recherche du meilleur prix pour un produit spécifique défini. Ça, c'est vraiment la première motivation
motivation. La deuxième motivation, c'est d'acheter un produit qui n'est pas disponible sur le marché local, soit dans le retail, soit auprès des e-commerçants du pays. Donc voilà, c'est vraiment les deux motivations à l'achat à l'international aujourd'hui. D'accord. Très bien, écoute, je pense qu'on a une vision globale du marché, un peu des tendances. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque le second point, davantage les attentes des destinataires. On sait que en Europe, on a vraiment des comportements très différents selon les cultures. Quel est ton retour par rapport à ces marchés-là? Est-ce que en France, on a des délais, un service client, une capacité de faire des retours efficaces qui peuvent aussi correspondre aux standards d'autres marchés? C'est quoi un peu ta vision sur ces éléments-là? Sur les différents points, peut-être d'abord sur les délais de livraison. C'est vrai qu'aujourd'hui, le standard est à 48 heures sur la livraison en France. Il a tendance à attendre vers la livraison en J+1 et puis se développe les livraisons sur rendez-vous, les livraisons en J, les livraisons nocturnes, les livraisons... Enfin voilà, il y a une pléthore de solutions au domestique sur le marché français. Pour l'international, les consommateurs sont quelque part un petit peu plus raisonnables. Ils savent que quand la commande vient de l'étranger, ils ne vont pas l'avoir le lendemain ou le jour même chez eux. Donc aujourd'hui, grosso modo, le standard en Europe de livraison sur des commandes internationales, c'est grosso modo du 3 à 5 jours ouvrés. Voilà, quand vous réussissez à livrer sur ce créneau-là, vous êtes complètement dans les attentes des consommateurs aujourd'hui. Et puis, si vous livrez plus loin, si vous livrez l'Amérique du Nord, si vous livrez l'Asie, c'est du 7-10 jours. Voilà, c'est des délais qui sont aujourd'hui dans les tendances du marché qui sont acceptées par les consommateurs. Mais il ne faut pas occulter le fait que plus le temps passe et plus la demande d'urgence arrive, et même à l'international, je pense qu'il faudra qu'on aille aussi sur un raccourcissement des délais pour toujours mieux répondre aux attentes des consommateurs là-dessus. Surtout que quand on se lance à l'international, on fait face à une concurrence qui peut être présente sur le marché et donc on n'est pas aligné en termes de délai. Donc là, il y a aussi un vrai enjeu de positionnement. Voilà, donc clairement, pour adresser un marché étranger, il y a deux choses qu'il faut garder à l'esprit. C'est soit vous avez le meilleur prix pour ce type de produit, et dans ce cas-là, vous allez apporter de la différence, vous allez apporter de l'intérêt pour les consommateurs, ou alors il faut vendre quelque chose que les autres ne font pas, ou d'une façon que vos concurrents ne font pas, pour pouvoir sortir du lot. Sinon, le risque, c'est effectivement d'être perdu dans la masse des offres qui existent sur un marché et de ne pas émerger. Très bien. Tu parlais donc de sortir du lot, ça nous emmène sur notre troisième partie. Comment réussir quand on est e-commerçant sur cet aspect international? Quel type d'offres proposer en termes de livraison? Par rapport aux e-commerçants que tu accompagnes, est-ce qu'il y a des éléments clés, des schémas que tu repères et tu dis eux ils ont eu la bonne manière de faire, le bon schéma, la bonne stratégie? Alors ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que en fait il n'y a pas de solution mondiale. Il faut vraiment adapter son approche aux pays ciblés pour pouvoir coller aux attentes en termes de livraison, pour coller par exemple aussi aux attentes en termes de paiement, et ne pas croire que ce que l'on pratique en fait sur le marché français est valable partout dans le monde. Je vais prendre un exemple peut-être par exemple les solutions de paiement. C'est vrai que en France aujourd'hui, la solution qui domine le marché, c'est le paiement par carte bancaire. Bon, il faut savoir qu'à l'international, la carte bancaire, c'est simplement un tiers des transactions, et que notamment
tout ce qui est porte-monnaie électronique de type PayPal ou autre, eh bien, est la première solution de paiement au niveau international avec plus de 40% des transactions. Voilà, donc il faut vraiment regarder quelles sont les pratiques sur le marché local pour pouvoir proposer les bonnes solutions de paiement et puis derrière aussi les bonnes solutions de livraison. Alors se pose la question de est-ce que je dois livrer en boîte aux lettres, hors domicile, dans un réseau de points relais, ce genre de choses. Je dirais il faut avoir potentiellement les deux et il faut pouvoir jongler en fonction des produits qui sont vendus, de la valeur des produits, de l'enjeu qu'il y a pour le consommateur. Est-ce que c'est des produits à forte valeur? Et dans ce cas-là, il faut privilégier une livraison express que je vais appeler modulaire, c'est-à-dire qui peut proposer à la fois de la livraison à domicile et de la livraison en dehors du domicile, soit dans des points relais, des bureaux de poste, etc. Et puis, si c'est des produits à plus faible enjeu, ce qui reste quand même dominant, même s'il y a une montée en puissance de la livraison hors domicile, ça reste quand même le domicile. Enfin, 3/4 des livraisons aujourd'hui à l'international, elles se font dans la boîte aux lettres du destinataire. Et ça reste quand même la solution privilégiée qui est de rentrer chez soi le soir, d'ouvrir sa boîte aux lettres, de récupérer son colis. Enfin voilà, c'est celle qui demande le moins d'efforts. Et on sait que les clients attendent le maximum pour l'effort minimum. Voilà. Donc tu parlais de plusieurs exemples. On sait que sur l'Europe, on a une grande diversité culturelle. Donc ça s'illustre sur les moyens de paiement, ça s'illustre sur la livraison. On parle sur les retours. Sur les retours. Je pensais justement à ça pour l'Allemagne avec cette logique de retour un petit peu plus forte. Voilà, c'est des choses qu'il faut sonder. Comment ils font les commerçants que tu accompagnes, ils se rendent compte un peu du marché, ils effectuent un peu des commandes à droite à gauche pour voir comment ça fonctionne. Oui. Alors de toute façon, dans tous les pays développés, il existe énormément d'informations à la fois sur le net auprès des fédérations locales de e-commerce, vente à distance, qui donnent des éléments par secteur d'activité sur les taux de retour à attendre. Donc voilà, c'est ce sourcing d'informations qu'il faut faire avant de se lancer, sachant que effectivement la solution de retour, elle doit apparaître, elle rassure énormément le client. Après, ce que montrent les études d'un point de vue mondial, c'est qu'on a 6 à 7% de retour en moyenne. Donc c'est relativement peu, mais c'est une moyenne mondiale, donc avec de fortes disparités par destination et par secteur d'activité. Effectivement, l'exemple que tout le monde connaît, c'est le textile en Allemagne, où les taux de retour sont plutôt de l'ordre de 30 à 40%. Voilà, ça fait complètement mentir le chiffre de 6%. Voilà, donc il faut vraiment le garder à l'esprit. C'est un point qui peut être important qui est même primordial pour rassurer le consommateur, mais qui ne sera pas forcément extrêmement utilisé en fonction du type de produit et de la destination. Voilà. Autre sujet, la législation dans cette réussite. Est-ce qu'il y a également des éléments à prendre en compte? Tu parlais de plusieurs structures qui peuvent accompagner au final les commerçants dans cette logique-là. Comment ça évolue en Europe? Est-ce qu'on tend vers une facilitation de cette internationalisation pour les commerçants? Alors je dirais qu'au sein de l'Europe, il y a toujours une très grande facilité en fait pour vendre sur le web, hormis quelques petites spécificités liées à la TVA. Est-ce que je dois payer la TVA française ou la TVA locale? Bon, il y a des seuils, tout ça, mais ça reste quand même extrêmement simple. C'est quand on sort de l'Union européenne où effectivement il y a un petit peu plus de choses sur lesquelles il faut être vigilant, notamment en termes de formalités douanières qui ont tendance à s'accentuer
actuellement et qui vont aller effectivement, qui vont être de plus en plus nécessaires sur les envois, y compris sur les envois de faible poids et de faible valeur. Donc tout notre travail aussi, c'est de mettre des outils à disposition des e-commerçants français pour leur permettre de bien faire ces déclarations et ces formalités douanières. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté des États de mieux contrôler tout ce qui peut être contrefaçon, produits illicites, et puis de collecter aussi l'impôt qu'est la TVA. Donc du coup, la TVA, et notamment à horizon 2021, il y a un maximum. L'Union européenne collectera à l'import la TVA dès le premier euro, et de façon réciproque, on va avoir beaucoup de destinations sur lesquelles il faudra effectivement gérer la TVA locale dès le premier euro de commande à l'international. Voilà. Donc c'est un facteur de complexité, et nous, notre mission chez Ascendia et avec Delivengo, c'est de rendre ces choses-là les plus simples possibles et d'accompagner au maximum les e-commerçants français pour ne pas freiner leur développement à l'international, y compris en dehors de l'Union européenne. Transition parfaite pour notre quatrième partie, plus qu'on parle davantage de ton offre, cet aspect de Delivengo. Aujourd'hui, quel type de produits, quel type d'e-commerçants vous accompagnez majoritairement sur l'international? Alors nous, notre ADN, c'est vraiment de proposer une solution qui se veut simple et abordable pour aider les e-commerçants français à se lancer à l'international. Donc on le voit, le panier moyen, il est de plus en plus faible. Donc effectivement, quand on a une commande qui fait 25 €, il est difficile de proposer des frais d'expédition de 10 €, voire plus. Donc nous, vraiment, notre positionnement, c'est de proposer des solutions à prix extrêmement abordables qui permettent du coup de rendre rentable l'ensemble des commandes, y compris les commandes de faible poids et de faible valeur. Et ça, on y arrive parce que en fait, aujourd'hui, une commande sur deux sont des objets qui sont plutôt des objets plats, des toutes petites boîtes, voire des enveloppes matelassées qui peuvent être distribuées assez facilement dans la boîte aux lettres, et qui donc nous permettent d'avoir des coûts extrêmement resserrés et de proposer des prix de livraison là aussi très abordables pour nos clients. Une typologie, c'est surtout des petits produits. Alors ça va être du textile, ça va être des bijoux fantaisie, ça va être tout ce qui est petits gadgets électroniques, accessoires, tirages photo, produits culturels. Voilà. Et en fait, quand on couvre ces marchés-là, on couvre une très grosse partie de ce qui se vend à l'international. Enfin, il y a 40% des commandes internationales qui sont par exemple du textile, notamment du textile très basique, des t-shirts, des chemises, voilà, des robes, enfin des choses qui peuvent facilement tenir dans une enveloppe matelassée. En termes de positionnement, vous êtes l'une des solutions du groupe La Poste, voilà, qui est centrale par rapport à cette typologie de produits-là. Aujourd'hui, Delivengo est la référence pour l'expédition internationale. Voilà, ce que l'on sait particulièrement bien faire, en fait, c'est livrer ce genre de produits qui sont à la fois légers et de faible valeur par notre réseau mondial. Donc, on livre le monde entier en délai rapide. Donc, on est sur du J+3, 5 sur les pays d'Europe, et on monte sur du J+7, 10, 12 quand on va vraiment loin, à l'autre bout du monde, en Australie par exemple. Voilà, donc on a à la fois des délais adaptés et un prix abordable, et on propose aussi du tracking sur plus de 40 destinations qui sont les destinations majeures du e-commerce à l'international, c'est-à-dire tous les pays d'Europe plus les grandes destinations type les USA, le Canada, le Japon, voilà. Donc c'est vraiment une solution qui permet
à des e-commerçants qui veulent se lancer, qui ont très peu de flux aujourd'hui, d'accéder en fait à une solution de livraison abordable qui est extrêmement accessible, puisqu'ils peuvent ensuite déposer leurs petits paquets partout dans le réseau La Poste, et on a 17 000 points de contact en France, donc voilà, c'est extrêmement accessible. Les points de contact, ils sont ouverts 6 jours sur 7, ça permet de déposer tout le temps, y compris le samedi, dans une majorité de nos points de contact. Donc voilà, c'est vraiment une solution qui est très accessible, avec aussi une plateforme en ligne de préparation qui permet du coup de créer un compte très rapidement, de payer en ligne, donc soit avec sa carte bleue, soit en compte si on est déjà client de la Poste. Ces solutions-là, elle va être APIsée, donc en plus, on pourra se connecter d'autant plus facilement à la solution MyDeliveryGo. De nouveaux projets, tu parlais donc de cette logique d'API aussi pour l'intégration. Quels sont un peu vos enjeux actuels, vos objectifs de Deliverygo sur les prochains mois, les prochaines années? Alors donc du coup c'est une solution qui est relativement récente, puisque elle a été créée en 2014. On est parti de zéro en 2014. L'année passée on a livré 6 millions de commandes avec la solution. On est sur une croissance très forte encore sur 2019, et on espère atteindre rapidement les 9-10 millions de commandes livrées grâce à Deliverygo. Donc c'est une solution qui est appréciée par nos clients, qui a besoin de se faire connaître encore. Voilà, donc on a un travail sur la notoriété de cette solution, et puis aussi sur sa disponibilité. Donc on travaille pour la rendre disponible, bien évidemment en direct avec notre site MyDeliveryGo, mais on est aussi en train de la mettre à disposition des comparateurs. Notamment on a commencé le mois dernier avec Sendirou, et puis on a un objectif d'être présent sur les principaux comparateurs du marché français. Et puis on travaille aussi pour être présent sur les principales plateformes de e-commerce françaises, et donc au travers de connecteurs, au travers d'API, pouvoir être accessible pour nos clients qui travaillent sur les différentes plateformes, soit Shopify, WooCommerce, PrestaShop, j'en passe. Très bien. Je ne les cite pas toutes. En tout cas, je te remercie Christophe pour toutes ces informations. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter aux e-commerçants pour continuer à s'internationaliser comme mot de la fin? Je pense qu'aujourd'hui, il est relativement simple d'aller à l'international sans forcément développer un site que l'on va traduire dans X langues. Au travers, c'est vrai, des marketplaces, on peut facilement ouvrir son catalogue de produits sur des nouvelles destinations. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut garder à l'esprit, c'est la règle de base du marketing, il faut apporter quelque chose de plus, il faut apporter quelque chose de différent. Une fois qu'on a ça, on peut facilement aller sur les marchés étrangers. Et puis aujourd'hui, il y a plein de solutions pour pouvoir livrer à l'international. Et notamment au sein du groupe La Poste, entre Deliverygo, Colissimo et Chronopost, voilà, on a un panel de solutions de livraison qui couvre toutes les attentes, on couvre le monde entier, et on sait faire beaucoup de choses, de la petite commande de faible valeur jusqu'à la commande avec extrêmement importante, avec des délais garantis. Voilà, on a un panel de solutions qui est extrêmement large et qui permet aux e-commerçants français de se développer. Voilà. Et c'est vraiment notre volonté, notre ADN, c'est de faire croître le e-commerce français à l'international. J'invite tous les membres de notre communauté à retrouver plus d'infos sur le site de Deliverygo. Il y a énormément de ressources également pour retrouver et donc pouvoir se développer à l'international, et aussi à te contacter s'ils veulent plus d'informations. Avec plaisir.
J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.